Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e match de la Coupe de France qui opposera Soriana à Reptilest. Donc encore une fois n'est pas coutume, c'est vous et vous seuls qui déciderez du vainqueur. Donc je compte sur vous pour être actifs dans les commentaires et pour voter un maximum. Allez, je vous laisse avec les vidéos. Hello et bienvenue chez Soriana Behavior & More à la Coupe de France de terrariophilie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter certains spécimens de la pièce, mais on va le faire peut-être sous forme de tuto parce que beaucoup me demandent comment je fais pour avoir des animaux aussi cool comme Pablita qui est avec moi. Donc je vais vous donner quelques petits tips. Déjà, Soriana Behavior & More, c'est quoi? C'est mon entreprise que j'ai créée en 2022, spécialisée dans le comportement des reptiles. Donc, je donne des coachings personnalisés à domicile ou en visio. On en a même donné au Québec. Donc, vraiment pour étudier le comportement des animaux et pour vous aider à les désensibiliser, à les enrichir en captivité, revoir les programmes nutrition, donc voir des programmes nutrition pour améliorer le régime alimentaire des animaux. Enfin, c'est un programme vraiment complet, en plus de faire un petit peu d'élevage de manière très modeste pour prôner la qualité à la quantité. Voilà, ça c'est nous. Donc là, on a mes 2 varans émeraudes femelles, donc elles viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là, on a un spécimen qui est né en captivité, Pablita, qui est bien verte bleutée, et Guana, qui vient vraiment de la nature, que j'ai eu en 2019, qui est vraiment jaune. Donc pourquoi ce changement de couleur? Tout simplement parce que Guana a eu une alimentation disponible dans la nature qui est beaucoup plus variée et riche que Pablita en captivité, malgré qu'on puisse varier la nourriture à fond avec elle. Donc là, elles ont de disponible un coffre à jouets. Donc elles vont venir se stimuler donc là-dedans. Donc ayez toujours des petites balles à trous, des choses comme ça pour vos varans que vous allez leur présenter dans le terrarium quand elles sortent pas encore. Et ça leur permet d'être enrichies et stimulées tout le temps. Quand elles sont enrichies comme ça, donc elles sont vraiment stimulées et on va vraiment vers le bien-être animal à fond. Donc quand elles sont pas habituées comme ça, vous pouvez leur présenter les tubes à trous comme ça dans le terrarium, les positionner dans le bac au départ quand elles ne veulent pas de présence humaine. Voilà, ça donne ça. Il faut savoir que chez beaucoup d'espèces de lézards, il est possible qu'ils utilisent le mimétisme pour pouvoir évoluer ensemble. Donc c'est quoi le mimétisme? C'est le fait de mimer un autre congénère, soit de la même espèce ou même des fois d'une espèce différente. Et du coup, c'est comme ça que Guana s'est détendue, parce que Guana venait de la nature. Elle avait vraiment un stress post-traumatique important, puisque bon, elle a été capturée dans la nature, tout ça, ça fait un sacré traumatisme. Et Pablita, je l'ai eue toute petite, née en captivité, donc elle avait aucun traumatisme, et j'ai pu la désensibiliser, l'élever vraiment à la main. Et après, une fois qu'elle était apte à pouvoir rejoindre Guana, je l'ai fait rejoindre Guana, et du coup, Guana a imité tout ce que faisait Pablita. Donc dès que Pablita venait sur moi, Guana se disait bah tiens, ça peut être intéressant de venir sur les gens, ça a l'air d'être safe, c'est bien. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi à détendre Guana. Donc ça fait seulement 1 an qu'elle est détendue, donc je l'ai quand même eu depuis 2019 et elle a été détendue en 2024. Il faut beaucoup de patience pour désensibiliser un animal, parce qu'au début il a vraiment peur de notre regard, de notre peau. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser aussi un gilet à manches longues, à se présenter tranquillement devant le bac, à leur parler régulièrement, c'est vraiment ça la clé. Donc là, je suis devant le bac, donc ça se voit pas, mais je suis assise sur un siège vraiment confortable. Et du coup, je vais venir avec un petit accessoire pour enrichir les animaux. Soit vous faites en sorte que ça sente la nourriture, vous pouvez frotter de la nourriture dessus. Et je vais venir avec ma veste à manches longues. Pourquoi? Puisqu'ils n'aiment pas vraiment la vue de notre peau au départ quand ils ne sont pas habitués à l'homme. Donc vraiment, venez avec un t-shirt à manches longues. Et du coup, je vais venir poser ma main près d'elles pour les stimuler et les inviter à venir. Voilà, comme ça. Et c'est comme ça qu'elles vont venir au fur et à mesure. Donc elles sont vraiment bien habituées, donc elles viennent rapidement. Mais au départ, vous allez faire des sessions d'une demi-heure. Et chaque jour. Vous pouvez faire aussi une version sans accessoires pour venir les toucher. Donc en fait, vous ne venez pas à leur contact, c'est elles qui vont venir à votre contact. Et vous les laissez venir sur vous et vous essayez d'éviter de les toucher au maximum au départ. Vous y allez vraiment crescendo. Salut! Et après, on vient frotter
tous les membres pour les désensibiliser, donc la queue, les pattes, etc. À force d'être conditionné, on se retrouve avec un varan qui, voilà, là il n'y a pas de bouffe dedans, hein, donc qui est stimulé rien que par le fait de voir des trous, parce qu'il faut savoir que c'est une espèce qui se sert de sa patte avant en guise de main, un petit peu comme les aïe quand ils vont chercher la nourriture dans les petits trous qui sont dans les troncs, etc. pour aller chercher les larves. C'est exactement le même principe, donc les tubes avec des trous, c'est vraiment ce qu'il leur faut pour les varans émeraudes. Une fois que vous avez fait des sessions d'une demi-heure ou 20 minutes par jour et qu'elles commencent à venir sur vous, vous allez tout doucement les caresser. Il ne faut pas hésiter aussi à venir devant une fenêtre pour qu'elles puissent profiter du patch de lumière qui va venir sur eux. Et en plus de ça, qu'elles puissent voir l'extérieur et se défocaliser de leur stress. Donc ça, c'est important. Oui, ça se fait plaisir. Et après, une fois qu'elles sont sur vous, donc bien vous mettre au milieu de la pièce pour éviter que ça court partout. Et puis venir désensibiliser les pattes, le dos, les pattes arrière, enfin vraiment tous les membres, pour qu'elles puissent être vraiment désensibilisées et que vous puissiez aussi intervenir en cas de garrot de mue, en cas de visite chez le vétérinaire, prise de sang, etc. C'est vraiment super important. Voilà, les deux poupettes qui sont désensibilisées. J'utilise aussi la Reptile Pocket, c'est vraiment un outil qu'on a créé nous-mêmes. C'est une poche d'enrichissement et de transport pour petits et moyens reptiles. Dedans, en plus, il y a un plaid qu'on peut venir mettre en boule pour qu'elle puisse se cacher et vraiment se sentir à l'aise. Et moi, Pablita, elle dort dedans toutes les nuits sans exception. Et ce qui fait que quand j'ai besoin de la transporter, j'ai juste à zipper ici. Et en plus, il n'y a pas de risque d'abrasion. Donc ça, c'est vraiment top à avoir chez soi. Donc par exemple pour les varans émeraudes, c'est vraiment génial. Ça sert énormément pour les transports et du coup j'ai aucun problème. Et en plus ça leur permet de s'enlever la mue sans abrasion. Donc elles se frottent sur la matière qui est du plaid, matière polaire. Et du coup ça s'enlève tout seul. Voilà, vous venez avec votre bras, main posée, près de l'animal. Vous cherchez pas à le toucher au départ. Bon moi après elles sont habituées donc je peux commencer à les caresser. Et en fait elles vont venir vous sentir puisqu'elles sont curieuses. Donc voilà, c'est vraiment une espèce curieuse et les 3/4 des espèces, on conseille de faire comme ça. Hein. Les espèces diurnes, je parle. Et à force, elles vont venir à votre contact, elles vont monter sur vous, elles vont vouloir venir voir ce qui se passe. C'est comme ça qu'on désensibilise un animal. Et après, vous pouvez aussi les attirer avec de la nourriture à la pince. Il ne faut pas hésiter aussi à montrer un objet nouveau par jour. Donc ça peut être un stylo, une bague, etc. Faites attention qu'ils ne les boulotent pas quand même. Mais ça va les attirer. Il faut savoir que tout ce qui brille les attire. C'est un petit peu comme des pies, quoi. Là, je vais essayer avec ma bague. Voilà. Ça permet de les attirer. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Toi, t'as pas vu la bague. Bon, elle est montée littéralement sur moi. Donc, salut. Donc, ça permet de les défocaliser du stress. Au moins, elles pensent à autre chose. Puisqu'un reptile, en fait, ça a la faculté de réfléchir, hein, d'avoir vraiment une intelligence. Mais ça va penser qu'à une seule chose à la fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut les défocaliser du stress. Une fois qu'on a terminé chaque session, on vient récompenser avec de la nourriture pour rester sur quelque chose de positif. Et si l'animal panique, on le détend avant de le remettre dans le bac, quitte à le garder dans les mains et attendre qu'il se détende un petit peu pour rester sur une note positive. Voilà. Et n'hésitez pas à utiliser le mimétisme, c'est ce que j'utilise quasiment sur toutes les espèces diurnes. C'est vraiment ma recette secrète. Voilà, utiliser un animal qui est déjà désensibilisé et théâtraliser le fait que vous l'ayez dans les mains, que vous le caressiez sans qu'il y ait de risque pour lui. Ça va faire réfléchir et cogiter l'autre spécimen qui n'est pas désensibilisé dans le terrarium. Je pense notamment aux iguanes verts. Vous pouvez utiliser carrément une peluche pour mimer le fait que ce soit un autre iguane, puisqu'il y a des très belles peluches en forme d'iguane, et vous allez caresser cette peluche, vraiment théâtraliser la chose, et lui, cet iguane qui n'est pas désensibilisé, il va vraiment se dire « Waouh, ça a l'air d'être vraiment sécure, j'ai envie d'essayer ça », et il va finir par s'y habituer et sortir. Donc voilà, après ça donne ça, un animal qui sort, donc vous voyez, je suis toujours au milieu de la pièce pour éviter qu'elle saute partout. Donc voilà.
Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci puisque c'est des formats courts, je sais pas faire. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Et j'ai hâte de vous revoir pour la prochaine. Voilà. Et oui, quand ils sont cool comme ça, on peut en faire ce qu'on veut, voilà. Et puis la prochaine fois, vous aurez un tuto sur les Varanuts Kumingi ou Iguana, je sais pas, j'hésite. Donc voilà, donc en tout cas, je souhaite bonne chance à tous les autres. Et puis merci d'avoir écouté et regardé la vidéo et j'espère vous en avoir appris un peu plus. Voilà, salut! Hello tout le monde, c'est Reptilest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce premier match de la Coupe de France de terrariophilie, je vais vous présenter une espèce emblématique. Je parle bien évidemment du Morelia viridis. Tout le monde ou presque connaît cette espèce que je tiens actuellement dans mes mains. Même si ce n'est pas par son nom scientifique ou même par son nom vernaculaire, si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu la terrariophilie, vous avez déjà dû voir cette espèce, que ce soit en vrai ou en photo. Là, je tiens dans mes mains une femelle Haru, donc de localité Haru, qui a 3 ans. On peut parler de localité chez les Morelia viridis, mais il faut savoir que depuis 1 ou 2 ans, il y a 2 espèces qui ont bel et bien été distinguées. Il y a le Morelia viridis et le Morelia azurea. Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet aujourd'hui, mais pour le coup, on va bien parler du Morelia viridis. Comme on peut le remarquer sur cet individu magnifique, le Morelia viridis possède des fossettes thermosensibles devant la mâchoire qui vont lui servir à détecter la chaleur des proies avec une précision d'1/10 de degré. Ce n'est évidemment pas la seule espèce à posséder des fossettes thermosensibles, ni même le meilleur. Certains crotales ou serpents à sonnette ont une capacité de détection précise estimée à 3 centièmes de degré, ce qui en fait des prédateurs hors pair. Mais savais-tu que ce spécimen ne ressemblait pas du tout à ça quand il était juvénile? Allez, je t'emmène avec moi dans la quarantaine pour découvrir tout ça. J'en profite pour t'expliquer l'intérêt d'avoir une quarantaine chez toi. Tout comme toi, tes animaux peuvent tomber malades, attraper un virus, voire même des parasites. L'intérêt, justement, ce sera d'éviter toute transmission. Donc tu vas faire en sorte d'écarter tes animaux et de les mettre dans une autre pièce. Pour ma part, j'impose une quarantaine de minimum 6 mois pour mes Morelia viridis. Pendant les 2 premiers mois, ou le premier mois, ce sera sur sopalin afin de contrôler les selles. Et ensuite, je préparerai un décor, comme on peut le voir juste ici. Mais ça, ce sera pour les 4-5 derniers mois. Le Morelia viridis, comme tous les autres pitons, sont sujets à l'un des pires virus de la terrariophilie. On parle évidemment du nidovirus. C'est pour cette raison que je te conseille de réaliser au moins un test PCR avant de faire rentrer ton animal dans ton élevage. Donc tu feras ta quarantaine de 6 mois avec ton test PCR au bout de 6 mois. Mais ce que je te conseille également de faire, c'est d'en faire un à l'arrivée de ton animal et un deuxième au bout de 3 mois de quarantaine. Le tout afin d'éviter d'avoir un faux positif parce que malheureusement le nidovirus a une durée d'incubation et pendant cette incubation on ne le décèle pas. Je tiens également à rappeler qu'il existe des sujets asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent aucun symptôme mais qui peuvent transmettre le virus, d'où l'intérêt de faire un test PCR. Je reviens sur l'importance de faire une copro pour tes animaux à leur arrivée pour vérifier si ceux-ci ne sont pas parasités. Comme on peut le voir sur les photos qui défilent, mon jeune spécimen de Morelia viridis a fait ce qu'on appelle un prolapsus 2 semaines après son arrivée. Après l'avoir emmené en urgence chez mon vétérinaire, celui-ci s'est occupé de le remettre en place. Pour résumer, l'intestin de mon serpent sortait par son cloaque, et les causes étaient justement la présence de parasites en grand nombre. Il est important d'agir vite et de garder l'organe humide pour augmenter les chances de survie de ton animal. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je t'invite maintenant à te renseigner un maximum sur la quarantaine et les façons de protéger tes animaux au maximum. Je souhaite maintenant fermer la parenthèse et retournons à nos Morelia viridis. Je vous présente maintenant un spécimen juvénile de Morelia viridis. Et oui, il s'agit toujours d'un Morelia viridis de localité Haru, mais juvénile. À l'âge d'1 an et demi, il va entamer ce qu'on appelle son changement ontogénique, c'est-à-dire qu'il va avoir la couleur qu'il aura adulte, donc le vert que l'on connaît sur ma femelle adulte. Cela va prendre plus ou moins longtemps en fonction du spécimen, mais lorsque la barre rouge horizontale située dans sa pupille disparaîtra, cela signifiera que son changement ontogénique sera totalement terminé.
Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de super intéressant sur cette espèce. Comme tu peux le remarquer, le bout de la queue de mon Morelia viridis est noir-brun. Ce n'est pas sans raison, comme tu t'en doutes. Les Morelia viridis vont se servir du bout de leur queue comme d'un leurre pour attirer leur proie. Ils vont donc faire gigoter comme un ver le bout de leur queue afin de tromper une proie qui penserait faire un bon festin. Dommage pour elle, car c'est elle qui finira en repas si elle s'est laissée berner par cet ingénieux prédateur. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, et si tu as aimé, je t'invite à voter pour moi pour que je t'apprenne d'autres trucs sur mes reptiles. Et je souhaite bon courage à tous les concurrents de la Coupe de France de terrariophilie. J'allais quand même pas te laisser sans te faire une vidéo de l'élevage. Alors, tu as aimé cette petite visite de l'élevage? Rassure-toi, je n'ai pas tout montré pour laisser un peu de suspense. Voilà, maintenant que vous avez vu les vidéos, vous avez jusqu'à mardi 18 h pour voter. Et moi, j'annoncerai le vainqueur en post sur YouTube et en story sur Insta. Allez, à la prochaine!